Mesdames les membres du jury, cher auditoire, bonjour. Au regard d'un tel sujet, il serait aisé d'assimiler l'idiot à un débile, à un abruti, à une cause perdue. Cependant, cela reviendrait à créditer un terrible amalgame. L'idiot n'est pas celui qui se complaît dans sa stupidité, qui en tire bonheur et amour de la vie. L'idiot n'est ni un imbécile heureux, ni un crétin patenté. Croire cela reviendrait à minimiser l'infinie diversité et les subtiles nuances de notre langue, si riche et si variée. Dès lors, il paraît judicieux d'écarter du cas de l'espèce les irrécupérables, les sots, les simples d'esprit, tous ceux que nous regardons d'un regard méprisant et desquels nous sommes peu soucieux, voire pas du tout. À la différence de l'abruti que nous sommes tentés de mépriser avec indifférence, l'idiot, lui, requiert toute notre attention, et nous lui prêtons d'ailleurs avec affection. Ainsi, l'idiot attend de nous que nous lui expliquions quand il se sait déficient et que nous le surveillons quand il se livre à ses idioties. L'idiot nous divertit autant qu'il nous attendrit. Ce sujet de réflexion n'exclut d'ailleurs aucun idiot et reconnaît même qu'il en existe de nombreux. Peut-être l'aurez-vous déjà relevé, j'ai un très grand respect pour l'idiot, dans toute sa pluralité. L'idiot fini, l'idiot attachant, l'idiot amoureux, l'idiot occasionnel. Et d'ailleurs, même pour l'idiot du village. Si Sartre estimait que l'enfer c'est les autres, nous tous, le commun des mortels, avons un jour ou l'autre tendance à penser que l'idiot c'est l'autre. Dès lors, chers contradicteurs, ne sommes-nous pas toujours l'idiot de quelqu'un? Concluons de cela qu'en ce bas monde, il n'y a certainement pas moins d'idiots qu'il n'y a d'humains. L'idiotie peut prendre de drôles de formes. Pour Dostoïevski, l'idiot est un homme trop spontané, trop généreux, dont la gentillesse cause la perte. Dans la vie de tous les jours, l'idiotie peut s'incarner en la personne de celui qui, innocemment, placera la Jamaïque en Afrique. Ou encore en celle d'un juriste nouveau-né qui pense que la jurisprudence est une des plus grandes qualités d'un homme de loi. L'idiotie séjourne en chaque âme pensive, et nous tous ici présents y sommes sujets. Nous sommes tous la proie de la bêtise passagère. Faut-il renoncer à convaincre? Cette question nous contraint à réfléchir. Tout d'abord, s'expliquer ce que signifie renoncer à convaincre, ce que signifie convaincre un idiot. Cela sous-entend-il tenter de gagner un débat stérile, ou encore la volonté de rendre l'idiot moins idiot? N'est-ce pas simplement le fait de rallier l'autre à sa cause et de se faire des alliés? Comme nous avons tous survolé l'art de philosopher en classe de terminale, nous savons donc que convaincre n'est pas persuader. Ainsi, quand on convainc, il n'est nullement affaire de sentiment, mais bien de conviction. Il n'est pas question de persuader fourbement sa femme de nous repasser une chemise propre tous les matins. Non, l'enjeu est bien plus noble. Il s'agit de prendre 1, 2, 100 personnes à partie et de les amener, mot après mot, dans une succession d'idées claires et lumineuses, à devenir les fervents adorateurs de nos aspirations les plus profondes et parfois les plus folles. La démarche qui consiste à convaincre les idiots, ceux qui résistent par ignorance, ceux qui ne savent pas encore ou qui ne veulent pas savoir, n'a-t-elle pas toujours été la clé de toutes les évolutions, de toutes les avancées, le carrefour qui sépare l'avant de l'après? L'approche entre la science et les profanes nous l'a d'ailleurs démontré. Combien sont-ils, ceux qui, à l'instar de Galilée, n'ont jamais réussi à vaincre l'interdit pour défendre ce qu'ils savaient vrai? Quel qu'ait été leur destin ou leur vocation, ils y sont tous parvenus. Et c'est comme ça que M. Badinter obtint l'abolition de la peine de mort et que Van Gogh bouleversa le monde artistique. Convaincre les idiots n'a rien à voir avec l'image d'un être impuissant qui chercherait à détruire la muraille de Chine à coups de clé anglaise. Non, convaincre un idiot ne consiste peut-être finalement qu'à savoir trouver les bons mots. Ainsi,
Cela nous mène au renoncement, à ce constat qui impliquerait qu'après avoir trouvé les mots justes, on choisirait de renoncer. Quel aveu de lâcheté. Une citation anonyme nous dit que « Seules sont perdues d'avance les batailles qu'on ne livre pas ». Renoncer fait donc référence à l'échec, à l'abdication. Renoncer, c'est rendre les armes alors que la guerre n'est pas finie, voire même pas commencée. Ont-ils raison? Tous ceux qui, en raison de convictions qui les dérangent ou qu'ils ne partagent pas, laissent les extrémistes sur le banc de notre société. Comment être convaincu par celui qui baisse les bras? Comment être convaincu par celui qui ne fait finalement qu'avouer la défaite de ce qu'il défend? Comment s'y résoudre? Alors renoncer à convaincre. Socrate se serait très certainement évertué à faire entendre à celui qui délaisserait les idiots avec condescendance que renoncer à convaincre, c'est empêcher l'émergence de la connaissance et du savoir. Bien sûr, dans la vie, on renonce. On renonce à empêcher ses enfants de regarder la télévision. On renonce à ses nouvelles résolutions aussitôt prises. Mais renoncer à convaincre. Renoncer à convaincre quand on a une vingtaine d'années et un monde à changer. Renoncer à convaincre quand on se destine à plaider. Est-ce réellement envisageable? Verrait-on en M. Vergès un si grand avocat s'il n'avait pas relevé tous les défis? Nous, les aspirants à la profession d'avocat, n'avons pas vocation à renoncer. Chers contradicteurs, nous avons vocation à gagner et à voir nos clients acquittés. Chers membres du jury, cher auditoire, n'oubliez pas que le convaincu d'aujourd'hui était l'idiot d'hier. Ne cessez jamais de convaincre, ne cessez jamais de vous adresser aux idiots. Et n'oubliez pas non plus que si un homme averti en vaut deux, un idiot convaincu nous en livre une armée. Merci.